Bonjour et bienvenue à cette vidéoconférence proposée par VECA en partenariat avec la CASDEN Banque Populaire sur la question des RH, quelle place dans l'organisation. Avant de vous présenter nos deux intervenants, une petite revue de presse faite avant de venir sur les titres des articles concernant les DRH, petit florilège de la presse nationale et de la presse professionnelle. Premier titre, plutôt classique, pourquoi les DRH doivent-ils se réinventer? Autre titre plus musical, le DRH rockstar de l'engagement. Autre titre plus science-fiction, le DRH du futur. Un plus optimiste, y aura-t-il encore des DRH demain? Un symbolique, le DRH entre horizontal et vertical. Et un coach, DRH du collectif au collaboratif, du contrôle à la confiance. Pour terminer sur un titre plus pugilistique, le DRH sur le ring. Ce dernier nous entraîne étrangement dans le domaine du combat et me rappelle une belle formule en matière de boxe. Il y a une grande différence entre la beauté du sport et la réalité du ring. Et je crois que dans ce domaine, le domaine auquel est consacrée cette conférence, cette phrase a tout son sens et justifie la présence de nos deux intervenants. J'ajoute une question sur le contexte. Entre, d'un côté, des managers publics qui perçoivent encore la DRH comme un simple outil de gestion administrative du personnel et surtout souhaitent qu'elle reste dans ce rôle, et de l'autre côté, ceux qui lui reconnaissent un rôle stratégique, majeur, en soutien de la première ressource de la collectivité ou de l'organisation, et ce particulièrement dans une période où les mots économie, fusion, mutualisation reviennent fréquemment. Pour en parler, deux intervenants que je m'empresse de vous présenter. Jean-François Verdier, après l'ENA en 92, vous occupez différents postes dans la préfectorale, notamment en Corse, puis le cabinet du président de l'Assemblée nationale, à l'époque je crois que c'était Philippe Seguin, puis différents postes de cabinet ministériel, mais je me permets, vu notre sujet, de faire un bond en 2006. Vous êtes nommé directeur du personnel, de l'immobilier et de l'action sociale des ministères économiques et financiers à Bercy, puis directeur général de la fonction publique des GAFP de 2009 à 2013. Depuis septembre 2013, vous êtes inspecteur général de finances et par ailleurs président de l'IRA de Metz. Nadège Battista, formation ingénieur de l'école navale, puis ingénieur en génie atomique, puis Sciences Po Lille, l'INET, et enfin un Master 2 en administration des entreprises de l'IAE. Administrateur territorial hors classe, vous êtes depuis 2014 DGS de la ville et de l'agglomération de Châteauroux, dont vous avez réalisé la mutualisation des services. Vous exercez pas seulement les fonctions de DGA de Chartres Métropole, en charge de l'économie, de l'aménagement durable et de la vie métropolitaine, et vous avez été jusqu'à 2010 officier de marine, mais comme pour Jean-François, il m'a fallu tailler un peu dans la richesse de vos parcours. En ce qui me concerne, je m'appelle Hugues Périnel, j'ai été rédacteur en chef de l'Aide du CAD, puis directeur des rédactions de l'ensemble des types fonctions publiques du groupe Moniteur, et je suis par ailleurs coach en management. Au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nadège Battista et Jean-François Verdier feront leur possible pour y répondre à l'issue de leur présentation respective. Restez donc bien connectés une fois la première partie terminée. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Je me tourne vers vous maintenant, Jean-François Verdier. Selon vous, parler de la place du DRH, c'est aussi parler de la juste place de chacun dans l'organisation. Je vais vous demander si certaines idées, parfois ancrées, ne mériteraient pas d'être un petit peu ébranlées. Voilà, alors comme vous pourrez le voir à l'écran, le positionnement du DRH me paraît une question évidemment essentielle. D'une part parce qu'il faut, et c'est un peu compliqué, faire sortir de la tête des managers, comme vous voyez à l'écran, que la fonction RH est une fonction de support. Alors, quand je parle de manager, j'entends aussi bien des directeurs, pour ce qui me concerne les directeurs des services ministériels, que des ministres, des hommes politiques ou femmes politiques d'une façon générale. J'ai eu tout le long de ma carrière, pu constater combien, pour une bonne partie d'entre eux, d'entre elles, la fonction RH était une fonction considérée comme une fonction de soutien, une fonction de support, que la dimension stratégique n'était pas forcément perçue par ceci ou celle-ci, évidemment au détriment final, à mon sens, de l'efficacité et de l'efficacité de la structure en question. Je pense qu'il faut rendre cet hommage, si je puis dire,
la RGPP, la Révision générale des politiques publiques, lancée en 2007, qui certes a eu, en tout cas connu certaines vicissitudes quant à sa réalisation finale, mais qui, comme l'objectif, l'un des objectifs de la RGPP était ou visait en tout cas une réduction des effectifs assez drastique. Elle a permis à nombre de directeurs ou de ministres de prendre conscience de l'intérêt qu'il y avait à se pencher sur ces questions RH, à se pencher sur les questions de statut, parce qu'à partir du moment où on leur fixait des objectifs en début d'année, des objectifs de réduction assez sensibles, à Bercy, c'était notamment le cas, puisque Bercy a supporté l'essentiel des diminutions d'effectifs, il fallait bien se pencher sur les questions relatives au statut, aux possibilités de réduire des effectifs sans pour autant licencier, même si le statut le permet, ça n'était évidemment pas les objectifs du gouvernement. Donc, depuis cette date-là, la fonction RH a sans doute pris un peu plus d'importance dans les ministères, au sein des directions, et pour certains, elle est effectivement rentrée dans une phase, je dirais, de reconnaissance plus opérationnelle qu'une fonction support ou soutien. Non pas que celle-ci soit inintéressante, bien évidemment, ou non moins noble que les fonctions RH, que les fonctions stratégiques, mais dans la tête ou dans la bouche, en tout cas, de certains des interlocuteurs, je parle des managers d'une façon générale, il y avait un certain mépris vis-à-vis de ce type de fonction. Comme je l'indique également donc, dans la slide que vous avez à l'écran, il faut également sortir de la tête de certains des RH que ce n'est pas non plus à eux de piloter la structure. Nous avons au sein de la fonction publique, de l'État, mais bien sûr des autres également fonctions publiques, de nombreuses contraintes, souvent considérées d'ailleurs comme des poids ou des freins à l'évolution. Et bien les DRH, ministériels notamment, peuvent les mettre en avant pour empêcher ou en tout cas déconseiller telle ou telle évolution, y compris à leur ministre et y compris au ministre parfois de la fonction publique. Donc je pense qu'il faut que les DRH, repositionnés dans la structure à leur juste place aujourd'hui, comprennent néanmoins que le décideur, ce que j'appelle le big boss dans la présentation, est celui ou celle qui doit prendre les décisions finales. Donc il doit avoir une connaissance, ce big boss, ce manager, des contraintes que peut poser le statut, d'une façon générale, pas posé en tout cas, mais in fine, c'est à lui qu'il appartient de prendre des décisions, et comme je l'écris là, même s'il connaît la problématique ou les freins ou les obstacles de la gestion des ressources humaines dans la sphère publique, l'homme ou la femme politique ou le directeur doit pouvoir aussi s'en affranchir, évidemment sans sortir de la légalité bien entendu, mais doit pouvoir s'en affranchir pour prendre des décisions qu'il lui appartient de prendre. Ce n'est pas aux RH, aux ressources humaines, de piloter la structure, ce n'est pas leur rôle. Et donc, d'une façon générale, pour pouvoir apprécier l'importance qu'accorde tel ou tel manager ou tel ou tel ministre, je pense que dans la sphère privée, il en est de même, il y a un indice assez simple et assez évident, c'est de voir la place qui est réservée au DRH au sein de la structure. S'il appartient au comité exécutif, comité de direction, appelons-le comme l'on veut, s'il en fait partie, s'il est associé aux grandes décisions, il n'y a pas à douter qu'il fait partie effectivement et qu'il est considéré comme quelqu'un d'opérationnel, quelqu'un de fondamental dans la stratégie de la structure, du ministère ou de la direction. S'il n'en fait pas partie, c'est mauvais signe, évidemment. Et ça, je l'ai connu également à d'autres niveaux, y compris lorsque j'étais directeur général de la fonction publique. Les réunions auxquelles j'étais associé, parfois je n'y étais pas, me faisaient clairement comprendre la façon dont la fonction RH, ou en tout cas la problématique ressources humaines, était prise en compte par tel ou tel ministre ou personnalité de rang supérieur. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire ou énoncer sur le positionnement du DRH de façon très schématique, telle que je peux le percevoir. Est-ce que dans la fonction publique d'État, il y a, un peu comme dans la territoriale, parfois des intermédiaires entre ce que vous appelez le big boss et le DRH lui-même, c'est-à-dire l'équivalent de DGA RH ou de DGA ressources, qui font que précisément le DRH se reste cantonné à certaines tâches? Alors oui, dans la plupart dans tous les ministères même maintenant, il y a un secrétaire général. Alors il arrive que le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint soit en charge des RH, mais dans la plupart des ministères aujourd'hui, le DRH a une structure évidemment intermédiaire positionnée sur une structure, une place qui fait que pour s'adresser au ministre, en règle générale, il doit passer par le secrétaire général. Alors, là aussi, on voit l'intérêt que peut porter un ministre, pour prendre cet exemple-là,
à la fonction RH, c'est s'il convie directement, ou là comme interlocuteur assez direct, comme directeur de cabinet, le DRH, et non pas le secrétaire général, même si aujourd'hui, les secrétaires généraux, et particulièrement un décret de 2015, 2014-2015, le secrétaire général doit jouer un rôle prépondérant d'interface, et il le joue, et il les joue évidemment dans l'ensemble des ministères aujourd'hui. Après, est-ce qu'ils associent ou pas assez directement le DRH à la prise de décision, aux discussions avec le cabinet du ministre? C'est plutôt des questions d'équation personnelle ou de ressenti de ce secrétaire général ou du ministre vis-à-vis des questions RH. C'est vrai que le lien direct entre le DRH et le ministre aujourd'hui n'existe pas vraiment, en tout cas n'est pas institutionnalisé. Et est-ce que le DRH est un peu comme c'est le cas dans la territoriale et parfois dans l'hospitalière, parfois une des étapes assez classiques pour se retrouver Big Boss en dehors de l'évolution normale de carrière dans la fonction publique? Non, c'est assez rare. Je différenciais les fonctions que l'on considère comme opérationnelles ou stratégiques des fonctions RH. Je tâche évidemment du prix à ce que les fonctions RH soient considérées comme telles, mais dans la plupart des cas, les filières RH ne sont pas les plus porteuses, je dirais, en termes de déroulement de carrière. La particularité, bon, il peut arriver, je vous donne un exemple, les fonctions RH peuvent amener à des postes de plus haut niveau, de rang plus élevé dans la fonction publique. Mais la plupart du temps, les carrières au sein des services RH se déroulent selon des schémas assez classiques. On débute dans ces fonctions RH, sur les postes par exemple, dans la fonction publique de l'État, sur des postes de chef de bureau. On peut aller faire une mobilité ailleurs, mais on revient bien souvent dans les fonctions RH. Et bien souvent, et c'est parfois justement un regret, les directions RH sont composées de personnes qui ont fait toute leur carrière ou la majeure partie Dans les RH. fonctions, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Il faut de la mémoire, il faut de la technicité, du savoir-faire, mais il faut aussi pouvoir brasser. Et peut-être parce que précisément ces fonctions RH ne sont pas considérées comme des fonctions porteuses, les fonctionnaires les plus brillants, ou ceux en tout cas qui pensent être promis au plus grand avenir, ne se dirigent pas spontanément vers ce type de fonction, bien souvent parce qu'elles ont encore l'image d'être des fonctions supplétives, des fonctions support, et pas des fonctions stratégiques. On pourra comparer avec les propos de Nadège Battista tout à l'heure sur ce sujet-là précisément. Ce que vous évoquez m'amène à la question qu'on va poser aux internautes, puisqu'on parlait enfin, d'une certaine manière de mobilité interne, hein, d'absence de mobilité interne des personnes qui sont RH à l'État. Question qui vous est posée, donc, internaute, doit-on favoriser la mobilité intra-organisationnelle? Donc vous répondez par oui ou par non. Et nous commenterons les résultats de vos réponses dans quelques instants. Jean-François Verdier, bon, ce que vous avez dit est clair. Une des choses les plus difficiles, c'est d'apprendre à se situer, que ce soit dans la hiérarchie, dans les périmètres des responsabilités des uns et des autres, dans la FPT aussi, pour certains élus, de savoir aussi se situer dans la... Il y a une seconde question que j'aimerais vous poser sur la place du DRH dans l'organisation, qui n'est pas vraiment une question, mais qui est, si vous deviez dessiner je dirais, les contours du ou de la DRH idéal, quel serait-il? Alors, premier point, donc, ce que doit attendre un ministre ou un secrétaire général de son DRH peut paraître évident, mais ça ne l'est pas tant que ça, c'est la parfaite maîtrise des questions RH. Ces questions sont comme les problématiques des ressources humaines sont comme la plupart des problématiques stratégiques et opérationnelles. Elles nécessitent de détenir des compétences techniques avérées. La difficulté ou le défaut est que, c'est un peu ce que disait Balzac, qui disait pourquoi apprendre ce qui est dans les livres, puisque ça y est. Beaucoup de responsables se disent de toute façon, si je n'ai pas la réponse à tel ou tel point, c'est très simple. J'ai mon ordinateur, mon smartphone, ma documentation, je pourrais répondre au ministre à la question. Un bon ministre ou un bon ASG ne doit pas se contenter de ça. Il ne peut pas avoir devant lui une personne qui va lui dire vous me posez une question technique, attendez, je vais regarder ça sur Internet, je vais vous dire ça ou vous questionner mes services. Il doit être capable, être à même de répondre assez directement à son manager, au big boss, sur telle ou telle question. Donc la parfaite connaissance technique, la parfaite maîtrise me semble être évidemment un premier point, un premier sujet. Deuxième point, la capacité à savoir utiliser les contraintes, je parlais des contraintes statutaires, même si le statut est beaucoup plus souple qu'on ne peut bien le décrire régulièrement, souvent par une forme de lâcheté managériale, on va se retrancher derrière le statut de la fonction publique. En fait,
un bon connaisseur du statut peut en tirer parti, peut s'appuyer sur celui-ci pour pouvoir promouvoir ou aider des politiques ou des stratégies que souhaiteraient mettre en place des ministres ou des directeurs. Je prends l'exemple assez classique pour ce qui est de la fonction publique, qui est celle de la garantie de l'emploi pour les fonctionnaires. Cette garantie de l'emploi permet à un ministre, ou à un secrétaire général, de lancer ou promouvoir des politiques particulièrement audacieuses, sachant que les agents individuellement ne risquent pas de se retrouver à la rue ou à la porte demain s'ils échouent. Donc ça donne des marges de manœuvre qui sont, à mon sens, insuffisamment exploitées. Je pourrais citer d'autres exemples. Ensuite, je pense que le DRH, au moment du choix du DRH, la capacité à être empathique, la capacité à aimer les autres, à pouvoir dialoguer, fondamental pour un DRH, le dialogue social, me semble être assez fondamental. La période, et j'en ai connu au début de ma carrière, des managers père fouettard, cyclotimiques, imbuvables, on peut en connaître ici ou là. Je pense que cette race de managers, directeurs, voire de ministres disparaît, et c'est un bien, parce qu'une évolution sociétale ou culturelle qui est un bien. Je dirais la mode, si tant est qu'il y ait des modes dans ce domaine, est au management bienveillant, on le voit sur beaucoup de blogs ou d'articles. Je crois que c'est une bonne chose. Attention à ne pas confondre la bienveillance ou l'empathie avec la démagogie, le paternalisme ou la lâcheté, qui est aussi une forme d'empathie. Mais je crois que c'est quand même un point essentiel. On ne peut pas, un ministre ou un directeur, un secrétaire général, ne peut pas concevoir d'avoir auprès de lui un responsable des ressources humaines qui soit quelqu'un de colérique, d'imbuvable. Je caricature évidemment à grands traits. Un DRH qui sache douter, qui sache se reposer sur, ou s'appuyer sur ses collaborateurs, qui n'hésitent pas à poser des questions, enfin, toutes les choses qui manifestent, je dirais d'une façon générale, l'empathie. Je dirais en résumé, ce qui me fera aussi, si j'ai à recruter un DRH demain, opter pour telle ou telle personnalité, un ou une DRH, c'est sentir en lui un sens politique, dans le sens le plus noble du terme évidemment, c'est-à-dire quelqu'un dont je perçois qu'il a une très bonne maîtrise des questions RH, mais qui sait également qu'il faut parfois s'en affranchir, qu'il faut parfois ne pas s'arrêter à des contraintes statutaires et être suffisamment subtil pour ne pas proposer des évolutions qui soient alors complètement orthogonales avec les priorités gouvernementales, quelle que soit son opinion à elle, au DRH, et qui ne soient pas évidemment un frein aux initiatives que celui-ci peut prendre. Un DRH qui ne me proposera pas une stratégie ou un plan dont les effets seront ressentir à 5 ans ou 7 ans, lorsqu'on connaît l'horizon de vie, l'horizon temporel d'un ministre, je pense qu'il en est de même d'un élu, on demande des résultats beaucoup plus rapides. Donc un DRH qui ne me propose que des options ou des stratégies dont les effets se font sentir au bout de 10 ans, est certes techniquement très bon, c'était probablement ce qu'il faut faire effectivement, mais j'attendrai aussi du DRH qu'il ait ce petit sens politique qui puisse le faire présenter des projets, des mesures, des opérations réalisables dans un horizon que je qualifierais de raisonnable, entre 6 et 18 mois, même si ensuite les actions peuvent s'inscrire dans la durée. Voilà ce que j'attendrais un DRH si j'avais à le recruter demain. Très bien. Nous avons eu les réponses à la question que nous avons posée, enfin les pourcentages qui sont dignes d'une élection de président africain, puisque on va pas d'étonnement, 93% oui pour la mobilité intra-organisationnelle, 7% non. Bon, je ne sais pas s'il y a des commentaires particuliers à faire. Je profite quand même de cette occasion de questions sur la mobilité pour sortir de l'intra et profiter de vous en tant qu'ancien DGFP sur juste 2 mots sur l'idée de rendre vraiment effectif le principe de réciprocité des mobilités interfonctions publiques et éventuellement l'idée derrière de mise en place de concours communs. D'accord. Alors, une réaction d'abord au sondage. Je ne suis pas étonné évidemment du fort pourcentage de oui pour la mobilité intra-organisationnelle. Je partage cette réponse pour les structures dans lesquelles j'ai pu travailler au long de ma vie professionnelle, et les ministères notamment. Il va de soi que pour moi, il est indispensable que les agents publics, fonctionnaires ou les contractuels dans des modalités plus particulières, puissent évoluer d'une structure à l'autre, d'une direction à l'autre, d'un service à l'autre. Lorsque vous citiez tout à l'heure dans mon parcours, lorsque j'ai pris la direction personnelle, ça ne faisait pas encore la DRH à l'époque de Bercy, j'ai trouvé en tant qu'exemple 2 agents qui suivaient des opérations
paye, situés, qui étaient chacun sur leur poste depuis 35 ans. Donc, ça me semble, alors, techniquement, évidemment, zéro défaut dans la paye. Bien évidemment, tout ça me semble particulièrement contre-productif, total, et si on décline. Alors ensuite, favoriser les mobilités, oui, on s'est efforcé de le faire, c'est depuis une bonne dizaine d'années maintenant, en s'efforçant de faire tomber les barrières administratives, juridiques, qui freinaient les mobilités entre les fonctions publiques, ou entre la fonction publique et le secteur privé, par différentes techniques, je ne vais pas rentrer dans les détails évidemment. On s'aperçoit que ces barrières, la tombée de ces barrières n'a pas suffi, le taux de mobilité est quand même assez faible de façon générale, surtout entre fonctions publiques. On peut l'expliquer de différentes façons, notamment des freins culturels qui sont indéniables, dans un sens comme dans l'autre. Bien sûr, les freins budgétaires, avec les objectifs de réduction d'effectifs. Les ministères, pour parler de ceux que je connais, les directions ont tendance à se replier sur leur plafond d'emploi et donc de ne pas accueillir en détachement des fonctionnaires venant d'autres fonctions publiques, voire d'autres ministères maintenant. Il faut évidemment s'efforcer de lever ces freins, sachant encore une fois que les obstacles que je viens de citer, eux, ne sont pas forcément évidemment solutionnables par un coup de baguette magique. Les départs vers le privé existent. On constate évidemment que ces départs sont bien souvent à sens unique, dans le sens public vers le privé, que les éventuels retours qui peuvent arriver, parce que les fonctionnaires peuvent avoir des accidents de carrière aussi dans le secteur privé et être amenés à demander à réintégrer la fonction publique, ces retours sont extrêmement difficiles à gérer, parce que la disponibilité a interrompu la carrière. On peut partir pas à zéro, mais en tout cas au niveau où ils étaient en quittant la fonction publique. Problèmes de rémunération qui peuvent se poser, parce qu'il ne faut pas se leurrer, bien souvent le départ vers le privé est lié à des objectifs de rémunération plus élevés de la plupart du temps. Bon, ça peut arriver que ce ne soit pas le cas, mais c'est quand même assez rare. Donc ces obstacles sont forcément assez difficiles à lever. Et les mobilités entre l'hospitalière et les deux autres fonctions publiques sont forcément plus difficiles. Autant entre la territoriale et l'État, c'est plus facilement concevable dans le secteur administratif ou technique, parce qu'une grande partie des fonctions exercées actuellement dans les collectivités territoriales l'étaient auparavant dans l'État, où ressemble fortement un attaché territorial ou un attaché de centrale, ont à peu près le même type de job, c'est assez facile. Autant pour l'hospitalière, surtout si l'on sort évidemment du domaine strictement technique, les passerelles sont quand même plus difficiles. Elles existent, hein. J'ai eu un sous-directeur venant de la fonction publique hospitalière, voilà, déjà occupé pendant quelques années, mais c'est forcément plus difficile. De gros sur les concours communs ou... Alors les concours communs, bien évidemment, pour ce qui me concerne, compte tenu de ce que je viens de dire, j'y suis particulièrement favorable. On a travaillé à des rapprochements, si ce n'est encore la fusion entre l'ENA et l'INET par exemple. Une bonne partie des concours sont aujourd'hui organisés de façon commune. Malheureusement, au sein de l'État, pour des raisons un peu longues d'expliquer, se développent de plus en plus des alternatives à ces concours communs. Le concours des IRA est une forme de concours commun, puisque les élèves affectés dans les IRA peuvent ensuite travailler ensuite dans la totalité des ministères. De plus en plus de ministères aujourd'hui, pour des raisons diverses, organisent leur propre concours de recrutement direct d'attachés, sans passer par la case IRA, notamment au bénéfice pour pouvoir bénéficier d'une affectation plus rapide dans les ministères, sans passer par la case formation. Ça me semble une mauvaise chose, très clairement, j'ai l'occasion de m'exprimer, mais en même temps, les ministères sont soumis à des contraintes budgétaires, des contraintes également de gestion des ressources humaines qui les font adopter ce type de mesures. Merci Jean-François Verdier. Nadège Battista, je me tourne vers vous. J'évoquais en intro, et puis Jean-François a repris évidemment ces sujets-là sur le contexte de mutation, la place du DRH dans la stratégie, l'importance du capital humain dans nos organisations. Quel est votre regard, vous, sur ces sujets? Et peut-être, si besoin, si vous en sentez besoin, vos réactions à certains propos de Jean-François Verdier. Alors, en effet, dans les collectivités également, on constate une fonction RH qui évolue. Alors, elle évolue parce qu'elle englobe non seulement des fonctions traditionnelles, qui sont des fonctions aujourd'hui en mutation, comme la paye, la gestion des carrières, la formation. Elle inclut également de plus en plus de nouvelles fonctions, avec notamment le développement de la digitalisation, et puis de l'attention accrue portée aux risques psychosociaux, à la qualité de vie au travail, voilà, qui effectivement sont aujourd'hui des préoccupations constantes dans nos collectivités. Alors la DRH, elle occupe une fonction stratégique, elle est à la charnière entre le décideur et les agents, elle occupe une réelle fonction de proximité. Et à ce titre-là, sa fonction est stratégique.
Je vous rejoins quand effectivement vous dites que la DRH n'est pas simplement un gestionnaire. La DRH, elle doit être avant tout stratège. Elle doit s'inscrire à ce titre aussi dans la prospective. Voilà. Donc son horizon n'est pas simplement un horizon court terme, également un horizon long terme. Et c'est ce qui fait réellement la plus-value de la fonction. La DRH, donc je le précise dans le petit texte, a un caractère relativement contingent, c'est-à-dire qu'elle dépend finalement de l'historique de l'organisation. Sa place au sein de l'organisation dépend d'un vécu. Donc ce caractère-là contingent pour la collectivité, la DRH elle a un poids plus particulier. Je pense que ce poids est réellement lié au poids de la masse salariale dans le budget de fonctionnement. Voilà, ce poids est très important, notamment pour une commune. Donc pour Châteauroux, par exemple, nous avons plus de 60% des dépenses réelles de fonctionnement consacrées à la masse salariale. Et à partir de ce moment-là, la DRH joue un rôle extrêmement important. Et elle joue également un rôle important parce que dans la fonction publique territoriale, on a une multiplicité de métiers, ce qu'on ne retrouve pas nécessairement dans la fonction publique d'État ou dans certaines organisations. Avec plus de 200 métiers, voilà, 56 cadres d'emploi, 8 filières, la fonction publique territoriale est atypique. Ce qui induit effectivement une complexité de la fonction RH. Alors la fonction RH donc, évolue dans le contexte actuel, parce qu'effectivement on a de nouveaux facteurs, donc on a parlé tout à l'heure de digitalisation, on a également une nouvelle demande de nouveaux publics qui demandent également de l'accompagnement. Donc on a une fonction qui mute progressivement. Je rejoins Jean-François Verdier quand il dit que la DRH n'est pas uniquement une fonction fonctionnelle, finalement un cadre fonctionnel, c'est également un cadre opérationnel. Et à ce titre-là, dans notre collectivité, on a des agents qui s'occupent du développement territorial. Et bien la DRH, elle s'occupe de l'endogène, elle s'occupe du développement social. Voilà. Donc c'est un véritable développeur de capital humain. Je sais que c'est un mot qui est employé tout à l'heure. Voilà, donc les évolutions structurelles qui caractérisent aujourd'hui la DRH, donc je pense que c'est un mouvement de professionnalisation avant tout, avec notamment la complexification de la norme, toutes les évolutions qu'il faut à présent intégrer donc sur le statut et d'autres références législatives et réglementaires. Nous assistons également à une individualisation de l'approche RH, parce que les publics se fragmentent. On a de multiples demandes. Quand on intègre des jeunes cadres dans une organisation, on ne peut pas avoir le même rapport que pour des cadres plus anciens. On peut avoir consacrer également quelques actions particulières à un public de télétravailleurs, ce qui nous amène finalement à avoir une approche extrêmement individualisée. Et puis, en dernier lieu également, avec la digitalisation, on a une forme de décentralisation de la fonction administrative. Et finalement, chacun devient en quelque sorte gestionnaire de sa propre carrière. Donc la fonction RH n'est pas le fait exclusif de la DRH. On a une appropriation par les agents des paramètres de leur propre carrière. Et donc là, la plus-value de la DRH doit se situer également ailleurs. Ouais, on voit bien dans ce que vous expliquez, cette période de mutation, la digitalisation et son impact sur l'organisation et sur le management. Mais tout ça, ça a évidemment un certain nombre de conséquences sur les propres méthodes de gestion des DRH. Si vous pouviez nous en dire quelques mots. Alors en termes de gestion de carrière, on note plusieurs évolutions dans le contexte actuel. Alors non seulement, effectivement, à côté des fonctionnaires titulaires, on a de plus en plus de contractuels. Aujourd'hui, c'est le flux le plus important de recrutement. Donc on intègre effectivement plusieurs modes de gestion, et cette mixité de gestion, elle induit aussi de la complexité. À côté de ça, on gère également des salariés de droit privé avec la multiplication des satellites. Je pense en particulier aux établissements publics, industriels et commerciaux. Donc salariés de droit privé. On reprend de temps en temps des conventions collectives puisque ces agents sont parfois issus de modèles associatifs. Ce qui multiplie les références des ressources humaines. Donc aujourd'hui, on est sur un champ qui se complexifie, sur des références qui se diversifient, ce qui exige une agilité de la part des ressources humaines. Ce qui n'était pas nécessairement le cas auparavant. Voilà. Donc pour ma part, effectivement, quand on me questionne sur la nécessité de faire évoluer le statut, sur la nécessité d'ouvrir davantage encore la fonction publique territoriale aux contractuels, je me dis qu'on a déjà un vivier de titulaires qui doit répondre aux besoins. Et qu'en introduisant cette dualité, on crée également l'inéquité. Voilà. C'est un point sur lequel, effectivement, dont on peut bien entendu discuter. Mais cette dualité je vais peut-être profiter de cette n'est pas occasion une facilité. pour lancer la question
qui va s'afficher, puis on reviendra sur vos propos, juste pour que les internautes, puisque vous évoquez cette dualité fonctionnaire-contractuelle, est-elle compatible avec le principe républicain de l'accès à l'emploi public? Comme ça, on va laisser les internautes répondre par oui ou par non et revenir sur vos propos. Alors, en termes de gestion des carrières, on a aussi d'autres évolutions, en particulier parce qu'on nous demande une gestion plus fine des compétences. Et on voit qu'elle est nécessaire, cette gestion des compétences et des talents. Alors, on parle beaucoup de GPEC, on en réalise dans nos collectivités, on réalise des cartographies de l'emploi, on regarde effectivement quelles sont les évolutions possibles pour nos agents. La seule chose, c'est qu'effectivement, la mobilité ne peut se concevoir de la même façon dans une petite organisation, à l'échelle d'une commune, par exemple, que dans une grosse organisation, où effectivement, il est possible de construire une carrière, brique par brique, de construire un parcours et d'avoir une réelle trajectoire professionnelle. Nous ne sommes pas du tout dans la même situation quand on parle d'une ville. Effectivement, le fait d'y rester 30 ans, ça nécessite peut-être certainement de bouger, et la mobilité n'est pas sans créer de la stabilité, de l'instabilité. Voilà, donc je mets aussi l'accent sur ce point-là. Non seulement, effectivement, cela nécessite de la formation, cela nécessite aussi de l'accompagnement, et donc un investissement RH assez relativement important, et puis également parfois une déstabilisation quand on est confronté à des vacances de poste en cascade. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène qui est de plus en plus, auquel on est de plus en plus confronté, parce que je constate que la demande de mobilité est croissante. Donc mobilité intra-organisationnelle versus mobilité extra-organisationnelle, c'est peut-être celle qu'il nous faut aujourd'hui privilégier, d'autant quand on raisonne à l'échelle d'une petite structure. Effectivement, on doit pouvoir aujourd'hui favoriser les passerelles entre le monde public et le monde privé. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Réaliser aussi des passerelles entre plusieurs niveaux de collectivité. Aujourd'hui, ces passerelles ne sont pas suffisamment naturelles. Et les fonctions que l'on exerce en commune ne sont pas éloignées de celles que l'on exerce en département, pas si éloignées de celles que l'on exerce en région. Et si l'on veut limiter la mobilité géographique pour nos agents, qui sont tout de même implantés et rattachés à un territoire, il nous faut favoriser cette mobilité entre différents niveaux de collectivité. Vous êtes assez favorable au fait d'encourager, pour les cadres supérieurs de la fonction publique, une mobilité tournée vers le privé. Tout à fait. Et on développe à cet égard une initiative que l'on appelle Regard croisé public-privé, une initiative d'échange avec des cadres du privé. L'idée, c'est de pouvoir les observer dans leur milieu de travail et de leur offrir en retour l'opportunité de nous observer dans nos milieux de travail pour une meilleure appréhension respective donc des fonctions et des enjeux. Alors c'est important parce que nos fonctions ne sont pas toujours extrêmement bien connues. D'accord. Je vous en prie. Voilà, pour ces mutations qui touchent à la gestion des carrières. Alors on a d'autres. Quand on parle de gestion de carrière, on parlait également de filière. Je pense que cette notion, elle perd sa pertinence. Aujourd'hui, on a de multiples filières, et puis finalement des agents qui demandent des passerelles. De plus en plus d'agents de la filière d'animation, la filière sportive, demandent par exemple à intégrer la filière administrative. Alors c'est vrai que ça induit à s'interroger sur la faisabilité. Et on s'interroge aussi sur la pertinence du maintien de cette imperméabilité. Voilà. Donc c'est une question également très actuelle. Alors en termes de mutation, la formation, c'est aussi un champ qui a tendance à évoluer. Et la formation donc, doit évoluer, notamment sous la contrainte budgétaire. Donc aujourd'hui, nous sommes amenés à privilégier davantage la formation en collectif. La formation en intra, ce qui est appelé formation en intra. Alors d'une part parce qu'effectivement, cette formation en intra permet d'apporter le même socle de connaissances à tous les agents, de limiter également les transports et donc les frais de déplacement, mais également parce qu'elle favorise la cohésion. On construit un collectif en apportant une formation commune à l'ensemble des agents. Je pense que c'est extrêmement important. Voilà, alors autre fonction de la DRH qui évolue, la fonction de régulation. La fonction de régulation de la DRH, elle est extrêmement importante. Alors tout à l'heure, on parlait aussi de l'évolution des profils peut-être moins dans la répression et davantage dans l'accompagnement. Mais on a quand même une fonction de régulation avec finalement un ordre à poser. Cet ordre, il est demandé par les agents. Alors sur les bâtiments de la Marine nationale, parce que je les connais bien pour avoir beaucoup navigué, on a un capitaine d'armes. Le capitaine d'armes, finalement, fait régner l'ordre à bord. Alors, plutôt sur la partie répressive.
Mais on est sur quelque chose qui est nécessaire pour assurer la cohésion de l'ensemble. On a strictement la même chose à l'échelle d'une organisation, comme une commune ou une intercommunalité. On a besoin de réguler les conflits, on a besoin de prévenir l'absentéisme, on a besoin de poser les règles, de prévenir également les risques psychosociaux, en régulant les conflits interindividuels en particulier, et on a besoin également de recourir à la sanction. C'est important parce que il est vrai que ce levier de la sanction, et je pense également à la sanction extrême, qui peut aller jusqu'au licenciement pour insuffisance professionnelle, ce levier est très peu mobilisé. Est-ce qu'on peut s'arrêter une minute sur ce point-là, parce que je crois qu'il peut vous concerner évidemment tous les deux. Un DRH intervenait dans une précédente conférence et il déplorait le manque parfois de courage, mais aussi d'utilisation d'outils qui effectivement existent dans le statut, mais qui ne sont pas utilisés, et avec pour conséquence une image de valeur et d'exemplarité du service public qui n'était pas bonne, quoi. Et je ne sais pas quel est votre regard par rapport à ça. Et ça concerne aussi les DRH, parce que c'est un outil, évidemment, dont ils disposent. Je réponds peut-être Je vous en prie. Pour laisser respirer. Sur cette question du licenciement, effectivement, on se rend compte que le grand public, mais pas seulement le grand public, malheureusement, certains journalistes, mais également certains, bien sûr, ceux qui ne connaissent pas bien la question publique, mais également certains ministres sont persuadés qu'on ne peut pas licencier les fonctionnaires. On parle justement de l'emploi à vie de façon extrêmement impropre. Or, comme vous l'avez rappelé, comme Nadège l'a dit, le statut prévoit parfaitement le licenciement pour insuffisance professionnelle. Il m'est arrivé, rarement, heureusement, mais il m'est arrivé dans ma carrière d'avoir utilisé ces dispositions, et les procédures ne sont ni plus ni moins difficiles que celles qui existent déjà dans le secteur privé. C'est encore une fois, je le disais, c'est soit la méconnaissance, à la limite est excusable, soit la lâcheté, le manque de courage managérial qui fait que plutôt que d'entamer une procédure de licenciement à l'encontre d'un agent, on va essayer passez-moi l'expression, de le refiler au voisin. Donc on va éviter de le trop mal évaluer, sinon on sait que personne n'en voudra, et donc on reproduit comme cela des situations absolument absurdes d'agents qui ne sont absolument pas efficaces, utiles, disponibles pour la collectivité publique. Encore une fois, bien souvent par méconnaissance, également, non moins souvent, par manque de courage. Et l'image du service public en pâtit. J'ajoute un facteur. Pourquoi effectivement le licenciement ne recourt pas énormément, c'est également parce qu'il est complexe administrativement, qui demande du temps. Donc aujourd'hui, la fonction RH, elle est mobilisée sur d'autres sujets. Qu'il est compliqué effectivement de mettre autant d'énergie sur la situation d'une seule personne. Donc ça, c'est un véritable. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se demande est-ce qu'il faut un conseil de discipline, est-ce qu'il nous faut maintenir toutes ces échéances administratives. Voilà, un petit peu de simplification également, je pense, favoriserait le recours à un certain nombre de leviers, quand ils sont nécessaires, bien entendu. Voilà. Alors, une fonction de régulation, effectivement, très importante, et puis une fonction de gestion des coûts. Je pense qu'il ne faut pas passer à côté dans le contexte actuel. On ne peut pas effectivement s'en abstraire. Là, je pense qu'il y a peut-être un double regard que l'on peut porter là-dessus. D'une part, parce que la rémunération est au centre de toutes les attentions. Je pense que parfois la plupart de nos agents caractérisent la DRH par le pourvoyeur de salaire. On a là vraiment un marqueur qui, à mon avis, ne devrait pas être unique. On a une forme de focalisation sur la variable salaire qui est pour autant pas l'unique levier de motivation. Finalement, ce n'est même pas le levier essentiel de motivation. Finalement, ce qu'on voit en matière de motivation, c'est que les leviers plutôt intrinsèques à la fonction, la nature des fonctions motive davantage que ce qui est extérieur à l'environnement. Le projet professionnel. Tout à fait. Donc on y attache certainement une trop grande importance. Mais bon, voilà, l'enjeu de la rémunération, la DRH ne peut pas se réduire à cet enjeu-là. Donc vraiment nécessité d'élargir les vues. Et puis la nécessité maintenant de piloter la masse salariale. Ça, c'est important. D'où les développements de contrôle de gestion sociale dont on parle énormément. Alors aujourd'hui, effectivement, on parlait tout à l'heure d'une certaine technicité à avoir par la DRH. Personnellement, effectivement, j'attends de la DRH qu'elle puisse me donner à tout moment les effectifs et la masse salariale. La question a l'air extrêmement simple et a l'air d'aller de soi. Pour autant, je vous invite à faire le test dans plusieurs des collectivités que vous pouvez rencontrer, des organisations que vous pouvez rencontrer.
Donc je pense qu'il est important d'avoir ces données, de pouvoir les fiabiliser et de s'appuyer sur un bon système d'information. Aujourd'hui, nous avons des systèmes d'information qui sont relativement complexes. Voilà, il faut qu'ils soient évolutifs, qu'ils puissent aussi intégrer les changements, les renouvellements d'organisation. Ce qui n'est pas évident avec la mutualisation, le rythme, je pense, du changement a tendance à s'accélérer. Après, il faut que les systèmes, les outils puissent suivre. Alors on va s'arrêter quelques instants sur les réponses à la question qui a été posée aux internautes. Donc, la dualité fonctionnelle contractuelle de la fonction publique territoriale, mais bon, est-elle compatible avec le principe républicain d'accès à l'emploi public? Alors, c'est assez mitigé. C'est 47% de oui, 53% de non. Je ne sais pas si vous avez des commentaires particuliers par rapport à ça. Ça dépend aussi, effectivement, peut-être de l'échantillon des personnes qui ont répondu. Mais, oui. Oui, un avis sur cette question, c'est vrai que c'est un débat, et d'autant que lors de la campagne électorale du printemps dernier, des candidats se sont engagés dans le sens d'une plus grande contractualisation, certains voulant même purement et simplement supprimer une fonction publique sur les trois. L'article 3, si ma mémoire est bonne, du statut général prévoit effectivement que l'accès normal à l'emploi de fonctionnaires et la voie du concours, le recrutement par concours, le recrutement par contrat doit être l'exception, mais comme le rappelait Nadège, c'est aujourd'hui la principale voie d'accès, le contrat, par la voie externe, dans les fonctions publiques. Plus qu'un quart qui se fait, un peu moins d'un quart qui se fait par concours. Ça ne contredit pas en soi l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, sur lequel repose cette action d'égal accès à l'emploi public. Je crois que l'important, ne sont pas tant le niveau des fonctions qui sont concernées par ce type de mesures, ni même le caractère pour ce qui concerne l'état de régalien ou pas régalien. Je pense que c'est un mauvais débat. Je crois vraiment ce qu'il faut observer quand on se pose la question est-ce que ça contredit ou pas le principe d'égal accès, c'est les conditions de recrutement. Si c'est une personne seule qui, c'est mon expression, dans son coin, recrute telle ou telle personne en fonction de liens d'amitié ou de je ne sais quoi, c'est une critique qu'on porte parfois sur la fonction publique territoriale. Là, évidemment, il y a une vraie entorse au principe. Si les conditions de recrutement d'un contractuel se font sur une considération assez proche de celle d'un concours, avec une multiplicité de candidatures, un jury constitué de plusieurs personnes et une autorité qui prend la décision après consultation, etc., ça ne me semble pas choquant en soi. Après, et là, on revient à ce que disait Nadège tout à l'heure, il y a de vrais sujets qui se posent derrière cela, c'est sur la mixité dans les services. Est-ce qu'on pourra, si demain on décide que pour les fonctions publiques de l'État, il n'y ait plus que des fonctionnaires dans les fonctions régaliennes et pas dans les autres, comment va-t-on gérer pendant à peu près 25 ans, si ça se fait sur le flux entrant, pendant 25 ans, une dualité de statut pour des personnes qui exercent rigoureusement les mêmes fonctions? Ça fait partie des sujets, sans compter évidemment les déroulements de carrière, qui pour des contractuels sont par définition plus incertains. Je permets de redire quelques mots aux internautes. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, nous y répondrons en les recevant. Dernière partie, Nadège, sur quand on parle de mutation, on parle inévitablement de rupture, plus ou moins rapide, donc un terreau pour l'innovation. Dans quel domaine peut-on parler aujourd'hui d'innovation RH? Alors, on peut parler d'innovation RH dans plusieurs domaines aujourd'hui. L'innovation, je pense que dans des collectivités comme les nôtres, elle est surtout organisationnelle. Elle est très contractuelle aussi. On peut avoir une innovation finalement partout où on se trouve. Les organisations, avec les vagues successives de mutualisation, elles se complexifient, elles se singularisent. Donc, on a des modèles, on arrive à des modèles finalement uniques, qui n'ont pas d'équivalent. On a du mal justement à avoir quelques références. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui donne donc le caractère innovant. Alors, la DRH, elle doit s'investir effectivement sur de nouvelles fonctions. Et je pense que voilà, pour une façon de favoriser l'innovation, c'est de développer l'accompagnement managérial. Cet accompagnement managérial, il est nécessaire. On parlait tout à l'heure des jeunes cadres de direction. Je pense qu'il est nécessaire effectivement d'avoir une approche particularisée. L'accompagnement managérial doit permettre également d'offrir le confort au manager qui permettra de mettre les agents en confiance. Alors on a aussi, je pense, un nécessaire renouvellement des méthodes d'évaluation. Les méthodes d'évaluation aujourd'hui, elles sont
c'est une période qui est très chronophage finalement. C'est un processus qui nous prend énormément de temps, qui mobilise plusieurs mois de l'année pour finalement quelque chose qui devrait être très ponctuel. Donc aujourd'hui, les méthodes d'évaluation s'élargissent. Alors on parle d'évaluation à 360 quand elles impliquent la totalité des membres de l'organisation. On parle de 540 degrés quand effectivement elles impliquent aussi le public. Donc ça, c'est peut-être une innovation qui est possible dans les collectivités territoriales. Mais on pourrait également songer à l'externaliser. C'est le cas dans certaines entreprises privées. Donc, effectivement, on a recours à un prestataire pour réaliser une évaluation. On a ainsi donc une garantie de neutralité. On a peut-être des évaluations moins homogènes, alignées par le haut, comme on a tendance à le voir peut-être trop souvent. Et puis, on génère certainement moins de conflictualité. Donc, on dégage en quelque sorte le manager d'un certain inconfort. Voilà. Donc, je pense que c'est peut-être une évolution à ne pas mettre à l'écart. On a aussi une évolution qui relève de l'innovation, qui est le développement de la responsabilité sociale. On parlait tout à l'heure de qualité de vie au travail, de risques psychosociaux. Alors on a une certaine focalisation sur les risques psychosociaux aujourd'hui, alors même que finalement, elles dépendent énormément du seuil d'aversion au risque de chacun, du seuil d'aversion à l'incertitude. Et ce seuil, il est très variable d'un individu à l'autre. Le stress, c'est quelque chose qui est vraiment lié à l'individu. On peut se dire qu'aujourd'hui, on pourrait mettre en balance la situation d'un fonctionnaire sur son emploi depuis 30 ans, tout à l'heure on en parlait, avec par exemple un militaire qui serait à l'étranger 240 jours par an, ou en mer 240 jours par an, ou bien un travailleur intérimaire, par exemple dans une centrale nucléaire. On a là des situations qui sont complètement différentes. Et donc on voit bien que finalement la notion de risque psychosocial, la notion de stress, elle dépend réellement de l'individu. On assiste aussi à une interpénétration assez croissante de la vie professionnelle et de la vie privée. Et là également, comment discriminer ces deux environnements qui aujourd'hui se trouvent imbriqués. Et on a une DRH qui aujourd'hui doit également appréhender énormément de facteurs de la vie privée. Et ça, c'est une évolution. Est-ce que la flexibilité du temps de travail, ce n'est pas un gros mot dans le service public? La flexibilité du temps de travail… Parce que ça fait partie aussi c'est une évolution de régler. Nécessaire. C'est nécessaire. Alors non seulement parce que nous passons beaucoup de temps, on se doit aujourd'hui d'avoir des outils suffisamment souples pour pouvoir travailler où que l'on soit, donc y compris effectivement, on n'est pas plus-value à 100% dans la totalité des réunions auxquelles on assiste. Donc on doit également ménager du temps pour suivre ces dossiers, pour les faire avancer. Donc je pense c'est une évolution qui est souhaitable. Le fait effectivement de pouvoir flexibiliser les conditions de travail. Alors après, on ne va jamais jusqu'au bout, parce que la flexibilisation totale, c'est l'absence de bureau. Et aujourd'hui, je pense que nos agents sont très, très attachés à cet ancrage matériel. Donc voilà, donc ça c'est une évolution. Quand vous parliez c'est une question que je voudrais vous poser à tous les deux, quand vous parliez de stress au travail, est-ce qu'il n'y a pas une catégorie, si je puis dire, qui est particulièrement sous stress? C'est ce que j'appelle l'encadrement intermédiaire, particulièrement dans des périodes qui sont des périodes de mutation ou de RGPP à une époque, etc., de mutation, de mutualisation, etc., parce qu'ils sont coincés à la fois entre un big boss, ou en tout cas des supérieurs qui ne sont pas forcément très très clairs sur le cap, et puis en même temps des agents en dessous à qui ils doivent rendre des comptes. C'est ceux qui n'ont pas la voie directe, nécessairement, et qui peuvent avoir une information qui est passée déjà à travers plusieurs prismes. Alors quelle peut être la place du DRH dans le rôle, en tout cas, de la RH en général? La DRH, elle doit favoriser la confiance et finalement accompagner le changement. C'est là également un rôle majeur de la DRH, que d'accompagner cette dynamique de changement qui est inévitable aujourd'hui parce que les textes vont dans ce sens-là, parce qu'on nous demande effectivement d'effectuer des économies et donc d'optimiser notre organisation. Donc la DRH doit accompagner le changement, elle doit motiver et générer un certain dynamisme pour que chacun puisse être en mesure de l'appréhender sereinement. Donc générer finalement un climat de confiance. Ça sur ce sujet-là? Oui, je partage vraiment totalement ce que vient de dire Nadège. Pour répondre à votre question, le stress, effectivement, on a beaucoup parlé du stress dans l'encadrement intermédiaire, mais je vois qu'aujourd'hui, il touche toutes les catégories d'agents. Passer une demi-journée au guichet d'accueil des étrangers d'une préfecture de la région parisienne, vous comprendrez les conditions de vie à tout point de vue des agents qui ne sont pas des agents d'encadrement intermédiaire, qui sont une catégorie C en règle générale,
L'encadrement supérieur connaît aussi ce stress avec des réformes qui succèdent aux réformes, des postes de débouchés, en tout cas des déroulements de carrière qui diminuent avec le rétrécissement de la sphère étatique notamment. D'autres dispositions législatives et autres peuvent aussi les stresser. Donc je pense que ce phénomène intervient à tous les niveaux, que la tâche, comme le soulignait Nadège, la tâche du directeur RH est à la fois d'accompagner ces changements, d'essayer de rassurer tant faire se peut les agents, et surtout, et c'est un des grands dada, de retrouver la motivation des agents. Comment continuer à se projeter dans un avenir qu'on espère tous meilleur, selon la catégorie à laquelle on appartient, le type de travail que l'on effectue. Donc retrouver quelles sont les sources de la motivation des agents, qui sont bien souvent totalement autres que la motivation financière, absolument, dans la fonction publique. Il y a encore beaucoup de gens qui sont dans la fonction publique pour d'autres motivations, et Par choix. fort heureux, par choix, et donc il faut pouvoir retrouver et redonner cette motivation aux agents. Je pense que c'est un des facteurs essentiels de la tâche qui attend les DRH dans les années à venir. Redonner de la motivation à tous les échelons de la hiérarchie, et pas seulement aux agents qu'on peut considérer ou qualifier proprement comme agents d'exécution, à tous les niveaux. Allez, je propose de continuer parce que, comme nous sommes en direct, le temps passe. Oui, alors justement, Non, je mais vais je vous en tenir prie. effectivement le Non, mais temps vous êtes- tout va bien. qui est imparti. Simplement pour dire que je pense qu'il y a une lettre qui est importante dans DRH, c'est le H. Voilà. Et là, effectivement, l'humain reste au cœur du métier de la DRH. Voilà, on a quelque chose d'extrêmement important. Alors, on parlait tout à l'heure d'impulsion pour l'innovation, d'impulsion également du fait de donner une motivation, de favoriser l'innovation. Donc, je pense réellement que c'est là le cœur du rôle de la DRH aujourd'hui. Est-ce que. Je reprends certaines questions que j'ai déjà posées, que des interviews que nous avez envoyées. Je vous formule celle-là telle qu'elle vient d'arriver. Je suis attaché principal en collectivité. Et suite à la suppression de mon poste d'auditeur, pour raisons économiques, je suis recruté prochainement à la FPE. Quelle sécurité ai-je en cas de mon non-intégration de la FPE? Cette personne a la sécurité liée à son statut. Je suppose qu'il est attaché titulaire, Oui. je ne sais pas si c'est mentionné dans la question, mais il n'a pas la garantie, évidemment, d'une intégration, mais c'est valable pour tout accueil en détachement. Il n'avait aucune garantie, il avait un droit à, mais pas une garantie. Et donc, si par malchance, cette personne n'était pas intégrée dans la fonction publique de l'État, il ne peut pas être intégré peut-être dans le service qu'il a rejoint, mais il peut tenter sa chance dans une autre direction, dans un autre ministère. Sinon, il retourne au sein de la fonction publique territoriale. Mais c'est ça sa question, qui est une question personnelle, mais qui peut concerner un certain nombre de collègues. Retrouverai-je ma collectivité, sous quelles conditions, ou dispo d'office? D'accord, donc là, c'est plutôt la partie de Nadège pour le retour en collectivité territoriale. Il est en disponibilité de sa collectivité? Non, il se pose la question d'être en disponibilité d'office. Là, il est en mobilité vers la FPE, mais il n'est pas sûr d'être intégré dans la FPE. Voilà, on peut supposer qu'il est en détachement. Il s'inquiète, voilà, et il s'inquiète de savoir si ça ne fonctionne pas, de retrouver sa collectivité, sa propre collectivité. Je crois que les clés sont dans les mains de la collectivité. Après, tout dépend effectivement des rapports qu'il entretient avec elle. Et puis, l'idée également, c'est peut-être qu'il y a un poste qui correspond à ses compétences. C'est toujours là. Et ce serait dommage même pour lui de revenir et d'être en surnombre. Donc voilà, c'est peut-être ce à quoi il faut veiller. Après, je pense que la DRH de la collectivité en question, tout est fait à même, effectivement, d'apporter cet éclairage. Et si je peux donner, pour compléter ce que dit Nadège, si je peux donner un conseil à cette personne, c'est qu'elle ne se préoccupe pas de sa situation 2 mois avant la fin de l'expiration de, on suppose qu'il est en détachement, 2 mois avant la fin de l'expiration de son temps de détachement, qu'elle essaie de voir auprès de son administration d'accueil au sein de l'État quelles sont ses perspectives d'intégration éventuelles. Et si elle sent qu'elles ne sont pas très positives, qu'il se retourne sans attendre vers la collectivité territoriale. J'ai trop vu souvent dans ma carrière des personnes arriver directement d'expérience extérieure, revenir sans prévenir, entre guillemets, ou quasiment, et donc rien n'est prêt pour accueillir cette personne. Ce qui permet aussi à la collectivité d'anticiper
et éventuellement de préserver une vacance de poste. Parce que finalement, on a toujours des opportunités de recrutement. Les choses vont très vite, il y a des mobilités, on l'a vu à la fois interne et externe, il y a toujours des opportunités, donc à la fois de retrouver son poste ou d'en trouver un. Puisqu'on parle de recrutement, c'est difficile de recruter un DRH. Alors, Est-ce que c'est des métiers qui sont demandés? La fonction publique d'État, vous n'avez pas fait un tableau. Ce sont des métiers demandés. Ouais. On n'est pas dans le sentiment de pénurie qu'on peut avoir quand, par exemple, on recrute un ingénieur ou un agent sur la fonction technique. Ou financier, ou sur les directeurs financiers. Oui, ou sur un financier, effectivement. Les fonctions financières en interne ne sont pas les fonctions les plus plébiscitées. Alors, voilà, on peut le regretter. En revanche, effectivement, les fonctions en termes de ressources humaines suscitent un véritable engouement en interne. On a effectivement une véritable volonté de mobilité intra-organisationnelle. Après, il est intéressant aussi de recourir au service de véritables spécialistes. On peut aussi avoir un intérêt à aller prendre les compétences sur le marché. Voilà, après avoir effectivement quel est le choix le plus pertinent pour la collectivité. Mais généralement, ce sont peu des fonctions en souffrance. Au sein de l'État, il en est de même. On n'a pas de difficulté à trouver des agents pour travailler dans les directions de ressources humaines. En revanche, pour les postes de directeur stricto sensu, hormis le phénomène, comme je le disais, de raréfaction des postes de direction compte tenu du rétrécissement du format de l'administration de l'État, si c'est ce qui rentre en ligne de compte, c'est à tout prix avoir un poste de directeur, certains peuvent être prêts à prendre n'importe quoi. En revanche, si vous demandez à un brillant administrateur civil, énarque, externe, pas tout à fait la quarantaine, on t'offre l'offre entre deux postes de directeur, un poste à DRH et un poste dans une direction opérationnelle, comme tu as dit, le trésor, je sais d'avance quelle est sa réponse. Ce ne sera jamais la RH, jamais. Donc, sauf quelqu'un qui soit vraiment habité par la conviction que l'humain compte avant tout, mais de façon générale, non, pour ces fonctions-là, ça n'est pas le fait. J'avais une autre question qui est, il y a un DRH justement qui n'a pas pu malheureusement s'inscrire aujourd'hui, qui est en train de réfléchir au fait de, je ne sais pas s'il pourra le faire d'ailleurs, de créer une mobilité imposée tous les 5 ans dans sa collectivité pour créer le mouvement, pour créer le changement. Enfin, il y a un but stratégique. Comment vous réagissez à ce genre de tous les 5 ans, oui, alors on peut s'interroger aussi sur la réaction de la DRH de ces collectivités, qui effectivement tous les 5 ans va devoir gérer ce flux avec effectivement une place à trouver pour tous les agents, parce qu'il n'est pas question d'avoir. On a un jeu qui finalement doit tomber très juste, ce qui n'est pas garanti d'avance. Alors tous les 5 ans, la périodicité est peut-être relativement rapprochée, surtout pour des fonctions peut-être plus récurrentes ou des fonctions d'exécution. On a parfois des longévités un petit peu plus grandes. Après, pour les cadres, ça peut avoir un intérêt à voir, effectivement. De toute façon, il y a des outils pour favoriser la mobilité interne. Tout à fait. Mais ça nécessite effectivement la mise en place d'un dispositif solide de formation. Pour ce qui est de l'État, je serais moins catégorique. D'une part, je pense que rester plus de 5 ans sur son poste, ça n'est pas forcément très bon, à tout point de vue. On acquiert une grande technicité, c'est clair, mais ça se fait parfois au détriment d'autres points. Je pourrais le développer évidemment plus longuement. Je crois aussi qu'il faut lutter contre le turnover excessif, le papillonnage des agents. La formule que je préconise, que j'ai pu mettre en œuvre, c'est plutôt donner des fourchettes 3-5, par exemple. Vous prenez ce poste, vous prenez l'engagement d'y rester 3 ans minimum, 2 ans, 3 ans minimum, et au maximum 5 ans. Sachez qu'au bout de 5 ans, il faudra aller voir ailleurs. Donc je pense que c'est un engagement un peu réciproque entre l'agent qui s'engage par définition à rester un temps suffisant sur son poste pour pouvoir à la fois rentabiliser entre guillemets, le placement qui a été fait en sa direction par la direction, et en même temps il ne bloque pas à la fois son évolution personnelle, mais aussi l'évolution du service en s'accrochant à son poste des années et des années, comme c'est trop souvent. Donc plutôt une fourchette, genre minimum 3 ans, maximum 5 ans, me semble être la meilleure formule pour à peu près l'ensemble des postes. Bien, le temps passe très vite. Je vais vous remercier pour vos interventions, pour la disponibilité que vous avez eue, à la fois dans vos interventions et les réponses que vous avez apportées aux auditeurs et aux miennes. Je remercie aussi la CASDEN Banque Populaire qui est partenaire de une banque coopérative de toute la fonction publique, qui est partenaire de ces vidéoconférences. Je vous rappelle que dans le cadre de ce partenariat,
VK, CASDEN, 2 prochaines vidéoconférences nous seront proposées. La prochaine nous réunira le 17 octobre sur une question qui a déjà été évoquée ce matin, sur le numérique, quel impact sur le management. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, ou pas une réponse complète, comme une des questions qui nous a été posée, VK continue à nous accompagner par le biais de son service VK Linexpert, donc c'est une question qui peut être reposée à VK Linexpert, et qui est une manière aussi de pouvoir se faire aider dans sa carrière ou dans des choix professionnels à certains moments. Et puis, je vous rappelle surtout, et enfin, que vous pouvez retrouver cette vidéoconférence sur vk.fr. Je vous remercie. Bonne fin de journée à tous. Merci. Merci. Merci à VK.